Merci de nous retrouver sur Gangan TV pour cette émission Café Débat, vous le savez, qui donne la parole au quotidien à ceux qui veulent l'apprendre en vue d'impacter l'opinion. Un plaisir pour vous retrouver dans ce nouveau numéro qui reçoit comme invité Dr Faya Milimono. Il est le président du Bloc libéral. Vous le savez, ces jours derniers, les vagues d'indignation et de colère contre ce phénomène de vente des Noirs en Libye comme esclaves ont pris le dessus dans l'opinion, et là-dessus justement le président du Bloc libéral a initié une contestation publique devant l'ambassade de la Libye en Guinée. Il nous donnera un peu les raisons, les motivations de ce mouvement justement devant l'ambassade de la Libye, mais avec lui on parlera également de la présence d'Alpha Condé en France, qui d'ailleurs a été reçu par Emmanuel Macron aujourd'hui à l'Élysée. Quelle est sa lecture qu'il fait de cette tête-à-tête entre Macron et Condé? Et puis la grève des syndicats dans l'enseignement qui fait déjà des dégâts, comme l'année passée, on dénombre déjà 3 morts. Quelle est la lecture du Dr Faya de ces sujets et bien d'autres sujets, notamment liés à la gouvernance Alpha Condé, entre des questions de performance et des questions de pauvreté qui s'accroît à la base au sein des populations? C'est tout de suite dans cette émission. Dr Faya, bienvenue sur ce plateau de Café Débat. C'est un plaisir. Merci de la disponibilité. D'abord, première question, je vous fais réagir à cette actualité qui se déroule au-delà de nos frontières, à des milliers de kilomètres de chez nous, mais politiquement qui a focalisé les attentions pratiquement du monde entier. Il s'agit de ce qui est arrivé au Zimbabwe. D'abord, Robert Mugabe qui a été désavoué par son parti politique, la ZANU-PF. Robert Mugabe qui a été mis sous résidence surveillée par l'armée et finalement qui a décidé de démissionner, et la nouvelle est tombée hier. Entre-temps, on a vu des réactions des chefs d'État sur le continent. Alassane Ouattara qui a dit qu'il fallait que Robert Mugabe sorte par la grande porte et dignement. Alpha Condé en tant que président de l'Union africaine qui dans un premier temps a demandé à ce qu'on fasse observer le respect de la Constitution. Quelle est votre lecture de toute cette actualité qui s'est déroulée du côté du Zimbabwe? Vous allez me permettre, avant de répondre à votre question, de m'acquitter d'un devoir, celui, encore une fois, de dire les condoléances à nos compatriotes, aux familles de nos compatriotes qui ont été récemment tués au cours de cette grève des enseignants qui met dans la rue nos enfants et qui prive nos enfants de leurs droits. Et donc souhaiter que l'âme des victimes repose en paix, qu'une enquête soit ouverte pour situer les responsabilités, parce qu'aujourd'hui il apparaît clairement que les forces de l'ordre en République de Guinée font usage, n'est-ce pas, des balles réelles quand elles sont en situation de maintien d'ordre. Parce que beaucoup de ceux que nous sommes en train de déplorer la mort, c'est des gens qui sont tués par balle. Et donc, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Voilà. Ceci dit, le Zimbabwe, ça fait 37 ans depuis que Mugabe, n'est-ce pas, dirige ce pays. C'est un monsieur qui a été de ceux qui ont conduit héroïquement leur pays à l'indépendance. Mais chez nous, les Africains, les gens ne savent pas s'arrêter. Il faut qu'on leur demande de quitter, pour qu'ils cherchent comment quitter avec un peu plus de dignité. 37 ans de pouvoir, un pays qui a connu, n'est-ce pas, une faillite économique. J'ai un ami qui a vécu à Harare, qui m'a trouvé aux États-Unis quand j'y étais. Il m'a fait cadeau de 60 millions de dollars zimbabwéens, 60 millions de dollars zimbabwéens. Je lui ai demandé ce que je peux aider à Harare, peut-être ça peut vous permettre d'avoir une miche de pain. Donc c'était le comble de l'inflation. De l'inflation. Alors j'ai ces billets-là, il n'y avait même plus de place pour mettre les euros. Donc on écrivait en lettres. 25 millions, 50 millions, etc. C'était parce que la place que prend le monde, les chiffres, c'est plus petit que les chiffres. Donc, le pays a traversé tout ça. Pour Mugabe, c'est tout à fait normal qu'il continue à diriger ce pays. Aujourd'hui qu'il parte,
je crois que c'est une bonne chose qui s'annonce pour le peuple zimbabwéen. Il faut que le peuple, les leaders en tout cas de ce peuple, tirent les leçons de ce qu'ils viennent de vivre pour que ce pays soit mis sur, n'est-ce pas, les rails du développement. Parce qu'on le sait, le Zimbabwe, avant son indépendance, nourrissait une partie de l'Afrique australe, mais aujourd'hui, le Zimbabwe est nourri, n'est-ce pas, par ce qui est produit de l'extérieur. C'est grave. Alors, comment vous avez compris la petite contradiction entre les déclarations de certains chefs d'État et celle du président de l'Union africaine tout au début de la crise, c'est-à-dire quand l'armée tout de suite a dit qu'elle est en train de nettoyer l'entourage de Mugabe sans dire que c'était une tentative de coup d'État. Ils ont dit que c'était pour enlever les criminels autour de Mugabe et que Mugabe est tout en sécurité. Vous avez vu Alpha Condé, président de l'Union africaine en exercice, qui a dit il faut respecter la Constitution. De l'autre côté, vous avez d'autres chefs d'État, entre autres Alassane Ouattara, qui envoie un signal à Mugabe de dire c'est un vétéran, c'est un héros de l'indépendance, mais il faut qu'il accepte de partir dignement et de laisser la place à la nouvelle génération. Cette contradiction, ces déclarations différentes des chefs d'État africains, comment vous avez trouvé cela? Pour une fois, bon, je tire chapeau à Alpha Condé, je vais bien me rappeler, et dit il faut respecter la Constitution, ça c'est fondamental. C'est parce qu'on n'a jamais respecté les lois, les constitutions qu'on se dote que nous créons des pagailles dans nos pays. Il est clair que dans le respect de la Constitution, lorsque on a échoué, eh bien, ça peut amener à des contestations, parce qu'il n'est pas dit que quand on est élu, même si ça ne marche pas, vous devez rester. Vous comprenez? Parce que ce qui était en train de se préparer pour ce qui concerne Mugabe, c'est une procédure de destitution par l'Assemblée nationale. Et je crois on lui a donné une porte de sortie. Parce que si cette procédure avait été engagée, je suis certain qu'au bout, il quitterait le palais pour la prison. Vous comprenez? Mais le fait qu'on insiste sur le respect de la Constitution, je crois que c'est positif. Et parce que nous avons beaucoup de pays en Afrique qui sont dans des crises aujourd'hui monstres parce que la Constitution n'est pas respectée. Je vous donne l'exemple du Congo. Je vous donne l'exemple de beaucoup de pays où les gens falsifient et font de la Constitution un chiffon. Alors, que le président en exercice, qui est monsieur le président Alpha Condé, insiste sur le fait que la Constitution soit respectée, eh bien, personnellement, je vais me rappeler dans les 2 prochaines années. Oui, s'il l'a dit, en tant que président de l'Union africaine, c'était de dire à l'armée de ne pas renverser le président en place et de le laisser peut-être finir son mandat ou en tout cas de laisser que la chose se fasse selon la loi. Mais en même temps, il y en a qui disaient que oui, si l'Union africaine doit envoyer ce genre de signaux à des militaires qui ont la velléité de prendre le pouvoir, il faut aussi qu'ils envoient ces mêmes signaux à des chefs d'État qui veulent se cramponner au pouvoir au-delà des délais légaux en termes de mandat. Et en même temps, à un Mugabe qui avait voulu se faire succéder par sa femme, Grace Mugabe, parce que c'était l'intention de sa femme de se mettre à la place de son mari. En même temps, est-ce qu'il n'y avait pas un signal à envoyer avant même que le scénario des militaires n'arrive au Zimbabwe de dire à Mugabe de ne pas se faire succéder par sa femme? Je crois que dans toutes les circonstances, il faut éviter que l'armée prenne le pouvoir. Ça, c'est clair, parce qu'il y avait d'autres avenues qui existaient, comme par exemple dans le cas guinéen, lorsque nous sommes dans une situation où le président de la République est décrié, il est accusé de haute trahison. Il y a des avenues qui peuvent être, n'est-ce pas, utilisées pour un passage du pouvoir de l'un à une nouvelle situation sans que les militaires n'interviennent. Et je crois que c'est en tenant compte de l'existence, n'est-ce pas, de ces procédures qui sont constitutionnelles qu'on a envoyé un message d'un côté pour dire à l'armée, non, vous n'êtes pas autorisé à prendre le pouvoir, il y a d'autres avenues et je crois que... Et c'est là que la ZANU-PF a donc... penser que de toutes les façons, Mugabe du parti d'abord. Il ne fallait pas continuer à soutenir un président qui devient si impopulaire, parce que après que l'armée ait restreint les mouvements de Mugabe, on a vu les populations descendre dans les rues en liesse pour manifester leur joie. Alors tout cela
a donné une leçon au parti au pouvoir pour dire, eh bien, où nous coulons avec ce vieux qui ne veut pas quitter le pouvoir, ou on peut encore sauver quelque chose en nous débarrassant de lui et en essayant, n'est-ce pas, de faire des réformes à notre sein. Et je crois que c'est le choix que son parti a fait en se mettant du côté du peuple et en demandant à Mugabe de démissionner, sinon il ferait face à un procès. En termes de comparaison des schémas politiques sur le continent, est-ce que le cas Zimbabwe doit être un exemple pour d'autres chefs d'État africains? Ben, je dis, il faut que les peuples africains observent à chaque fois. C'est vrai que quand quelqu'un a duré par la dictature 27 ans au pouvoir, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu la vie, beaucoup de personnes qui ont été victimes de torture, et donc ça crée une sorte de peur en la population qui se trouve dans une situation d'impuissance. Il a fallu que l'armée se dise, mais attends, il faut qu'on mette fin à cette situation pour que le courage revienne à la population. Je crois que ce n'est pas un meilleur exemple, c'est pas un meilleur exemple, même si malgré tout le président Mugabe a cru devoir démissionner pour laisser la place à quelqu'un. Bien. Et puis revenons en Guinée et parlons justement d'Alpha Condé, le président de la République qui a été reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. D'aucuns disent que il lorgnait tellement sur ce rendez-vous qu'il a dû passer une semaine en France, hors de son pays. Il a dû trop taper à la porte de Macron. Enfin, il est reçu. Quelle est votre lecture de cette entrevue entre Macron et Condé? C'est naturel qu'un chef d'État rencontre un autre chef d'État. La seule chose qu'on peut souhaiter, c'est au point de rester une semaine à Paris. Bon, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'exagération là-dedans que Alpha Condé aille à l'Élysée pendant une semaine taper à la porte? Ça fait quand même quelques jours qu'il est à Paris. Oui, il peut être à Paris pour d'autres, parce que vous devez quand même savoir qu'il y avait... Il n'est pas en congé non plus. Il y avait une rencontre à Paris pour faire... Le groupe de consultation, voilà, on va en parler tout à l'heure. Etc. Donc, je ne crois pas que c'était simplement pour taper à la porte de Macron qu'il a fait une semaine. Mais ce que je veux dire, c'est que on ne peut souhaiter que cette rencontre apporte au peuple de Guinée, n'est-ce pas, une lueur d'espoir. Bien, que cela apporte à la Guinée une certaine lueur d'espoir. En attendant qu'on parle tout à l'heure de l'autre rendez-vous qui a aussi maintenu Alpha Condé en France, c'était justement cette moisson en termes d'intention des partenaires qui donc comptent donner 21 milliards de dollars à la Guinée. On en viendra tout à l'heure. Mais alors parlons de cet autre phénomène, je l'ai dit tout à l'heure, de vente d'esclaves en Libye. Le monde entier a connu une vague d'indignation face à ce phénomène. En tout cas, quand cette vidéo a été montrée par CNN, pour d'aucuns, c'est un phénomène qui a cours en Libye depuis longtemps. Mais ce qui est sûr, le déclic a été créé par cette vidéo-là. Et du coup, on a vu des manifestations ci et là dans beaucoup de pays devant les ambassades de la Libye. Vous-même, en tant que président du BL, vous avez initié donc ce mouvement de protestation, de colère devant l'ambassade de la Libye. Cette semaine, je crois que ça devait être le lundi. Alors, quelle motivation vous a envoyé donc à ce mouvement d'indignation? D'abord, il faut rappeler que le lundi 20 novembre, c'était la journée internationale des droits de l'enfant. Et donc, qui devait être normalement célébré. Nous avons choisi de ne pas célébrer ce jour parce que si aujourd'hui nous avons des compatriotes, pour la plupart d'ailleurs des jeunes, il y a même parmi eux des enfants qui devaient être dans des centres de formation, d'apprentissage, plutôt que dans des centres de détention ou maintenus en esclaves, n'est-ce pas, en Libye, et même peut-être certains envoyés dans d'autres pays, parce que lorsque l'être humain est devenu une marchandise, eh bien on l'achète, on l'envoie là où on veut. Est-ce que certains qui ont déjà été achetés, n'est-ce pas, par ces personnes sans foi, n'ont pas cherché à les envoyer vers des directions où nous n'allons jamais retrouver nos compatriotes? Donc on a choisi ce jour de crier notre indignation par rapport à cette situation, interpeller le gouvernement guinéen de mettre en œuvre tous les moyens pour aller libérer
de cette situation nos compatriotes en Libye. C'est une question d'honneur, c'est une question de dignité, n'est-ce pas, de l'homme. Et je crois, quelle que soit la pauvreté dont on parle en Guinée, je crois que si on peut encore trouver de quoi prendre un petit déjeuner, que le gouvernement guinéen mette tout en œuvre pour, n'est-ce pas, déployer des moyens pour le retour au bercail de nos compatriotes qui sont actuellement en train d'être détenus dans cette situation. Nous n'avons pas été jusqu'à demander, par exemple, qu'on arrête des relations diplomatiques avec la Libye, parce que la Libye n'est pas un pays aujourd'hui comme tous les autres. C'est comme la Somalie. Il n'y a pas un répondant. C'est des chefs de guerre qui se font la guerre, donc le pouvoir est dans la rue, et puis le plus fort c'est celui-là qui utilise, n'est-ce pas, son arme pour vivre. Et c'est exactement en utilisant l'arme qu'on est en train de ramasser ces jeunes gens qui, n'est-ce pas, dans le désespoir dans leur propre pays, n'est-ce pas, ne trouvant plus la possibilité, ne se sentant plus capables de continuer à vivre dans leur pays, choisissent de se donner une alternative, n'est-ce pas, celle de pouvoir survivre. Alors, c'est une aventure très très dangereuse, mais on se demande pourquoi les jeunes prennent ce risque-là. Ils prennent ce risque parce qu'il n'y a effectivement pas assez qui est fait dans leur propre pays. Nous vivons aujourd'hui dans notre pays des crises à répétition dans le domaine de l'éducation. Lorsque les enfants qui devaient, durant leur bas âge, apprendre pour devenir utiles à eux-mêmes et à la société, on continue à vivre des situations comme celles que nous vivons actuellement, naturellement, c'est une manière de bafouer leurs droits, et cela a pour conséquence effectivement de nous produire des gens, n'est-ce pas, qui n'ont plus d'espoir de vivre dans leur propre pays, et ils prennent malheureusement ce risque-là. Il y a un travail qui doit être fait, parce que à cette occasion, on a interpellé tout le monde, y compris le gouvernement, parce que ce sont les gouvernements africains qui, par leur échec, n'est-ce pas, ont produit cette situation. Et le fait que ces gouvernements restent muets par rapport à cette réalité insulte davantage la conscience humaine. Bien. Et les parents d'élèves, les parents, n'est-ce pas, des enfants, ont aussi quelque chose à faire. C'est vrai, nous devons aller à la recherche du bonheur, mais il ne faut pas prendre des risques comme celui que deux de nos compatriotes, on se rappelle, il y a quelques décennies maintenant, Yakine et Fodé, dont les corps ont été retrouvés à l'aéroport de Bruxelles. Je crois qu'on a besoin dans notre pays de faire en sorte que nous exigeons de nos gouvernants une meilleure gestion de notre pays pour que l'opportunité soit créée aux uns et aux autres et que chacun vive, n'est-ce pas, dignement dans son pays. C'est un phénomène qui a indigné beaucoup de gens, mais d'aucuns pensent aussi que c'est en fait c'est fait exprès, c'est une démarche qui consiste à dissuader des candidats, d'autres jeunes qui sont candidats à cette aventure-là, d'aller se livrer donc à la traversée de la mer vers les côtes européennes, parce qu'on a compris que la démarche qui consistait à sensibiliser les migrants, ne pas venir en Europe parce que l'Europe c'est pas l'Eldorado, vous pouvez venir et ne pas y trouver votre compte, que les démarches qui ont consisté à avoir des programmes avec les États, d'où venaient ces flux de migrants, que ce soit le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée, l'Éthiopie, l'Érythrée, ainsi de suite, dire à ces États de créer du travail dans leur pays, les aider à travers des financements pour que ces jeunes soient sensibilisés, que ces deux démarches n'ont pas peut-être donné de résultats. Le flux augmente toujours et l'Europe est toujours envahie, donc il faut passer par une méthode qui soit plus cynique, mais qui soit peut-être secrète. En tout cas, c'est ce que certains observateurs disent, comme par exemple Lansana Kouyaté, que nous avons eu sur la question, qui dit par exemple que l'Italie finance des réseaux de bandits italiens qui mettent la main sur des jeunes immigrants comme ça, pour les maltraiter de cette façon-là, en vue d'envoyer un signal aux pays africains de savoir, leur montrer que ce ne serait pas bien qu'ils passent par la Libye, parce que quand vous y passez, voilà comment on vous traite. Est-ce que vous croyez en ce chemin? Si c'est le cas, comment vous le qualifierez? C'est contre-productif. D'abord,
si cette révélation du Premier ministre Kouyaté s'avère vraie, je crois que les pays africains, à travers les sociétés civiles, pas nécessairement les gouvernements, qui sont responsables en grande partie de cette situation, à travers la société civile, je crois que des poursuites devaient être intentées contre ces genres de gouvernements. Les États européens qui seraient impliqués dans ça. Comme le gouvernement italien qui nomme dans sa communication, pour que ce genre de choses s'arrêtent. Mais quand on pense que en créant ces genres de drames, ça va dissuader des gens, mais attendez, les gens doivent se rappeler que nos deux jeunes, Yakin et Fodé, qui ont pris les choses, sont rentrés dans le train d'atterrissage ici pour Bruxelles, c'est des cadavres qu'on a trouvés. Est-ce que ça a dissuadé d'autres, n'est-ce pas, d'entamer des aventures pareilles? Non. On a vu beaucoup de cas de noyades dans la Méditerranée. Donc la on solution a vu beaucoup de cas à ce phénomène de disparition. La solution à ce phénomène implique c'est une meilleure gouvernance dans les pays d'origine. N'oubliez pas que la Guinée est le deuxième grand fournisseur de migrants, n'est-ce pas, de l'Afrique noire, derrière juste le Nigeria. En 2016, selon je crois l'Organisation internationale des migrants, on parle de 13 000 jeunes Guinéens qui ont quitté en 2016 pour tenter cette aventure. Ce qui veut dire que tous ceux que nous sommes en train de voir à travers ces images dans les réseaux sociaux, ça peut être nos compatriotes, un cousin, un frère, des Guinéens, etc. Et donc c'est ici, dans nos pays, qu'il faut trouver des solutions à ces problèmes-là. Bien. Est-ce que ces vagues d'indignation enregistrées ces jours-ci peuvent permettre de résoudre ce problème? Peut-être que le point de départ des solutions concrètes à ces phénomènes en Libye doit partir de cette rencontre qui doit avoir lieu en Côte d'Ivoire, le sommet Union africaine, Union européenne. Est-ce qu'il faut s'attendre peut-être à des actions concrètes venant de ce sommet-là pour se pencher concrètement sur le terrain en Libye et résoudre ce problème? C'est pas mal que les gens se rencontrent pour réfléchir à la question et prendre des décisions. Encore que les décisions qui vont être prises soient respectées. Bien. Mais la chose la plus importante et la plus urgente à faire aujourd'hui, c'est plutôt envoyer, pour ce qui concerne notre pays, la Guinée, mettre tout en œuvre pour aller à la recherche de nos compatriotes qui sont actuellement maintenus dans une situation, n'est-ce pas, d'indignité si grave. Ça, c'est la première chose. Et je crois que la Côte d'Ivoire a commencé la démarche, parce qu'on nous dit que la Côte d'Ivoire a fait déjà revenir en Côte d'Ivoire plus de 1000 Ivoiriens. Eh bien, qu'est-ce que la Guinée attend? Nous qui avons le deuxième plus grand contingent de migrants, qu'est-ce que nous attendons? Voilà donc comment nous finissons ce sujet et justement cette première partie de Café Débat. On va se retrouver tout de suite dans la deuxième partie, une fois encore, pour débattre d'autres sujets d'actualité. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. De nouveau dans la production des œufs en Guinée. Après 2 ans d'expérimentation, Diaty Condé et son équipe vous présentent des œufs blancs, naturels avec moins de cholestérol et très doux. Les œufs blancs sont produits sur place à Kindia et vendus avec les alvéoles à des prix très abordables, 22 000 francs guinéens et 24 000 francs guinéens pour un alvéole de 30 œufs.
Procurez-vous des œufs blancs de chez Diati Condé aux 4 coins de la Guinée. Contact Kankan Korosa 669 00 59 85 ou le 621 18 90 62. Conakry le 664 04 55 92. Kindia 625 22 84 38. Boki Kamsar 622 60 31 61. Mafereya Forecaria 664 33 25 11. Consommez les œufs blancs, vous ne serez pas déçus. Voilà, merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Et comme vous pouvez toujours le constater, à mes côtés sur ce plateau, Dr Faya Milimono, président du BL. Avec lui, on a parlé justement de la situation qui a prévalu au Zimbabwe ces 72 dernières heures et ce changement à la tête du pays qui a surpris plus d'un, en tout cas qui a aussi focalisé les attentions. Et puis la question de vente des Noirs en Libye qui aussi a indigné des milliers de personnes aux 4 coins du monde et qui justement a fait initier des marches de contestation au devant des ambassades de la Libye dans différents pays, comme en Guinée où lui-même, Dr Faya, a été à la base d'un mouvement dans ce genre, de ce genre. On va parler finalement de cette autre actualité qui marque la vie de la capitale Conakry depuis plus d'une semaine maintenant, cette grève d'enseignants. En tout cas, d'une partie des syndicalistes enseignants qu'on traite d'illégitimes, de dissidents, mais en tout cas, les conséquences, on est en train de les vivre. Les gens ont du mal à aller au boulot. Il y a déjà 3 morts. Quelle analyse vous avez de la gestion de cette crise par le gouvernement de Mamadi Youla, mais aussi précisément par le ministère de M. Kaoukare? L'heure est vraiment grave, hein, parce que tout ce dont nous sommes en train de parler en Libye, la souffrance, les crises que nous avons par-ci par-là, tout vient de quelque part. L'éducation guinéenne a des problèmes réels. L'éducation guinéenne est malade et l'État n'a jamais envisagé de véritables solutions. La seule recette, c'est qu'on continue à recycler, diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Aujourd'hui, vous entendez même des gens assez sérieux parler du syndicat illégitime, de syndicats minoritaires, de syndicats, etc. etc. On a vécu cela par le passé. On dit les opposants sont derrière. Ça c'est la recette qu'on nous a toujours servi. En tout cas, c'est ce que Kaoukare a dit. À chaque fois c'est l'opposition qui finance ce monsieur Souma. Oui, à chaque fois que même c'est l'opposition aussi qui détourne les fonds publics. C'est aussi l'opposition qui est en train de choses, comment on appelle ça, de faire tout ce que les ministres, les directeurs nationaux, etc., le coutou qu'on fait pour sortir l'argent tous les jours, c'est les opposants qui le font. Écoutez, il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. Nous savons que le corps le plus abandonné de notre pays, c'est des enseignants. Comment on nous appelle ici? Ils ne travaillent pas, ils enseignent. Ça veut tout dire, en fait. Combien de mes confrères n'ont pas pu marier la femme de leur rêve parce qu'ils sont enseignants? Ça veut tout dire dans ce pays. Alors, ce n'est pas une question de minorité, d'illégitimité du syndicat, c'est un problème réel qu'il faut attaquer. Il faut que les enseignants soient bien payés et qu'ils soient mis dans les conditions adéquates pour donner un enseignement de qualité à nos enfants, pour qu'il y ait un apprentissage sérieux. Alors, ça n'existe pas aujourd'hui. Alors, comment vous voyez maintenant la manière du gouvernement de s'y prendre? La manière de s'y prendre est la pire, en fait. Parce que, d'abord, on taxe le syndicat d'illégitime, on se met dans la chasse aux sorcières, on arrête ces syndicalistes, on les met en prison. Aujourd'hui, ils seraient devant un tribunal, etc., etc. Pendant ce temps, il n'y a pas d'enseignants dans les classes. Si ce syndicat était si illégitime qu'ils le disent, pourquoi alors le mot d'ordre de grève est si bien suivi? Parce qu'aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. Pourquoi les jeunes, nos enfants sont dans la rue? Ils sont dans la rue parce qu'il n'y a pas d'enseignants dans les classes en train de dispenser des enseignements.
Et donc les enfants n'étant pas en situation d'apprentissage sortent pour réclamer leurs droits. Et je crois qu'on devait avoir un peu de respect pour ces enfants et ne pas le tirer sur eux à balles réelles. Notamment, il y a eu 3 morts. Justement. Et vous avez écouté la réaction d'Alpha Condé sur France 24 là-dessus, sur ce sujet. D'abord, il a qualifié la grève cette grève des enseignants de grève sauvage, comme le ministre de la Justice l'a dit auparavant. Et il a quand même dit que des enquêtes seront ouvertes sur ce dossier. Les seules enquêtes qui méritent d'être ouvertes, c'est de situer les responsabilités. Pourquoi on a tiré encore à bout portant sur des jeunes gens et qui ont perdu la vie. La seule enquête qui mérite d'être faite, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on fait voter comme budget chaque année et qui fait l'image de l'école ne change jamais. Allez dans les écoles publiques, mais ça saute aux yeux. Si vous voyez une école à Conakry qui est de la peinture, qui soit attrayante, c'est une école privée. Bien. À Conakry, toutes les écoles qui n'ont pas de choses, qui n'ont pas de tableau banc, qui n'ont pas de fenêtres, qui n'ont pas de peinture, c'est des écoles publiques. Qu'est-ce qu'on fait avec c'est vrai que c'est déjà insuffisant, 13% du budget pour l'éducation. On en veut au moins 25%. Bien. Parce qu'il y a des pays de la sous-région où aujourd'hui les Guinéens sont obligés d'aller chercher le savoir, le savoir-faire, qui consacrent près de 30% de leur budget à l'éducation nationale. Le peu qu'on consacre, ce peu-là ne traverse pas, ne dépasse pas Koya. Ce qui fait que dans nos classes, c'est la même pauvreté, la même situation qu'on vit tous les jours. Bien. Alors, les gens, le syndicat doit se montrer plus responsable. Bien, alors donc la question que je vous pose, est-ce que le ministre de l'Éducation nationale, qui a été enseignant depuis plusieurs années selon ce qu'on nous dit, et qui a en même temps été syndicaliste dans la profession de l'enseignant, est-ce que vous pensez qu'il est l'homme à la place qu'il faut aujourd'hui pour gérer le système de l'éducation? Est-ce qu'il a eu le leadership de gérer cette crise à cette phase où nous vivons? Alors, je vais vous faire d'abord écouter cet élément sonore sorti d'une communication qu'il a eue avec un des syndicalistes qui a été arrêté et qui est tombé en tout cas entre les mains des journalistes qui ont donc le droit de faire savoir ce qui a été dit dans cet élément sonore. Vous allez l'écouter avec nous justement, et derrière on se retrouvera pour la réaction de l'invité du jour. Moi, où je m'attends à toi, je ne te trouve jamais là-bas. Tu sais que Abakar Souma est en train de faire des bêtises pour nous détruire. Pardon, à cause de Dieu. Si quelqu'un demande aux enfants aujourd'hui d'aller en grève, entre toi et Bondou, c'est contre qui? Doumbouya, je ne m'attendais jamais à toi sur ce point-là. Franchement, je m'attendais à tout sauf là-bas. Tu connais très bien les intentions de Souma au détriment de son propre bureau. Pardon, à cause de Dieu, retire-toi dans ça, parce que son mouvement n'est pas légitime. On va les réprimer. Hein. Retire-toi dans ça, retire-toi dans ça. Si tu fais influencer, même la réunion, il faut l'influencer. C'est de la rébellion qu'il est en train de créer. Doumbouya, c'est lui qui connaît la motivation, pourquoi il est entêté, parce que l'opposition l'a donné de l'argent. On a les informations, hein. Doumbouya, pardon, à cause de Dieu, retire-toi dans ça. Voilà donc, Dr Faya Milimono, vous avez suivi cet élément avec nous. Le ministre, comme je l'ai dit, ce son qui est tombé entre les mains des médias, où il dit qu'il va d'abord réprimer ce mot d'ordre de grève des enseignants, et de l'autre côté, il accuse l'opposition, vous, de financer cette grève. Donc on politise un peu, donc d'un autre côté, cette grève syndicale et de l'enseignement. Quelle est votre réaction? En fait, à l'entendre, je crois que ça m'a conforté dans ma position. Quand, juste après sa nomination comme ministre de l'enseignement préuniversitaire, j'ai dit que ça serait un échec pour encore l'éducation guinéenne. Parce que, à l'entendre, on n'a pas affaire à quelqu'un de responsable, à quelqu'un de sérieux. Nous allons réprimer. Est-ce qu'ils pensent qu'on est encore au Moyen-Âge? Est-ce qu'ils pensent que les gens n'ont pas de droit? Est-ce qu'ils pensent que le droit à la syndicalisation n'est pas constitutionnalisé dans notre pays? C'est grave. Et l'heure est grave. Et je crois qu'on ne doit pas laisser les enfants seuls se battre dans cette situation. Et quand il dit que l'opposition a donné l'argent à un syndicaliste pour lancer une grève syndicale,
dans les écoles? Écoutez, je ne suis pas le porte-parole de l'opposition, je ne peux parler qu'au nom de mon parti. Mais s'il a des preuves... Est-ce que c'est des choses que l'opposition peut faire? Écoutez, s'il a les preuves de ce qu'il dit, il n'a qu'à simplement les mettre à la place publique. Vous comprenez? Mais s'il ne les met pas à la place publique, eh bien, nous sommes de l'opposition. Nous pouvons exercer le droit de l'obliger à mettre à la place publique les preuves qu'il a. Donc, ça veut dire que vous pourrez être amené à porter plainte contre Kao Karé? On peut être amené à porter parce que ce genre de comportement, c'est pas digne d'un ministre, même pas digne d'un directeur. Bien. En ce moment, à cette phase de la situation, en s'inspirant un peu de ce qui s'est passé l'année dernière, dans le même contexte, il y a eu aussi des grèves des enseignants contractuels, finalement qui a donné comme résultat 7 morts, et nous sommes à 3 morts à date. Selon vous, quelle leçon le président Alpha Condé doit tirer de cela et quelle action il devrait prendre en la matière? Je vais dire au président Alpha Condé qu'au moment où lui-même était encore opposant, je me rappelle, j'étais en début de carrière à l'école normale supérieure de Mania, à côté, il y avait eu un mouvement de ce genre au début des années 90. Le gouvernement avait commencé à banaliser d'abord, puis à accuser des gens égarés, puis à indexer l'opposition, etc., etc. La première année, ils ont réussi, par la manipulation, par la division, à faire retarder la crise. Mais l'année suivante, Lansana Conté était obligé de dire quoi? 100%. D'augmentation. 100% d'augmentation. Il a cédé aux demandes des syndicalistes. Je crois que quand on gouverne, il faut prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est dialoguer, trouver des solutions. Lorsqu'un problème se pose, le plus souvent, le problème grandit quand on le minimise. Vous comprenez? Certes, on peut dire tout ce qu'on veut sur ce syndicat, il est illégitime, il est égaré, ils sont en train de faire la rébellion, etc., etc. Tout ça dit, il est clair qu'aujourd'hui, ce syndicat est en train d'être bien suivi par les enseignants de la République de Guinée, notamment ceux de Conakry. Ce qui fait que nous sommes en train d'enregistrer ces crises, ces drames à répétition. Et donc, est-ce que, comme certains le disent, il devrait tirer les leçons et démettre certains ministres de leurs fonctions, au nombre desquels Kao Karé peut-être? Je crois que la destitution des ministres, on ne va pas continuer à demander au président Alpha Condé destituer. S'il veut, n'a qu'à destituer. Ce qui est clair, c'est que celui qui emporte la responsabilité, quand il met des gens à des postes de responsabilité, simplement à cause de leur militantisme. Je me demande bien, quelle est cette expérience syndicale que Kao Karé peut se réclamer? C'était un activiste, un militant d'un parti qui était un trouble fait dans la commune de Matoto, ici. Alors, faire de lui un ministre, pour le récompenser, je trouve que c'est mettre en mal la République. Bien. Et puis pour terminer, comme je l'ai dit, le président Alpha Condé s'est prononcé sur le sujet sur France 24. C'était même pas le seul sujet. Il s'est prononcé aussi sur le sujet de la bastonnade des journalistes par les gendarmes. Et sur ces deux dossiers, il s'est engagé, sauf que c'est sur ce média étranger qu'il l'a fait. Il était désolé que les journalistes soient bastonnés par la gendarmerie. Il est désolé que des élèves soient tués lors de manifestations. Mais il s'engage à ce qu'il y ait des enquêtes ouvertes sur ces deux dossiers. Est-ce que vous avez confiance en cet engagement-là? Écoutez, on sait qu'il y a beaucoup de dossiers qui font l'objet d'enquêtes depuis des années, des enquêtes qui sont ouvertes, mais qui ne sont jamais clôturées. Je crois que le président de la République a besoin de donner des actes forts. S'attaquer à un journaliste dans l'exercice de sa profession. Vous comprenez? Gangan, ici, où nous sommes aujourd'hui, le coordinateur de Gangan, on le met en prison. Pour quelle raison? Vous comprenez? Et les journalistes, la solidarité dans ce pays, c'est une valeur. Ça fait partie de notre devise. Travail, justice, solidarité. On est en train de détenir un journaliste illégalement. Mais que feront les autres journalistes? Venir en aide, être solidaires. On va, on les attaque, on les bastonne, on blesse certains, on détruit leurs appareils. On dit ouvrez, mais d'abord on devait commencer par destituer
n'est-ce pas, ceux qui sont les dirigeants de cette gendarmerie, les mettre aux arrêts. C'est ce qui peut montrer d'abord qu'on est au sérieux. Mais quand on dit simplement, bon, on va faire une enquête, mais on sait, les enquêtes, ça fait simplement dire, c'est un somnifère. Donc c'est du vent, il ne faut pas y croire. Bon, c'est un somnifère. Bien. Et puis on va passer à d'autres sujets. La Guinée, justement, où sinon le gouvernement Yula, la gouvernance Alpha Condé, est allé entre ces situations de crise et le tableau des performances économiques. On en vient donc à cette autre performance que la Guinée, en tout cas que l'Alpha Condé a récoltée en France, c'était notamment comment on appelle ça, le groupe de consultation sur la Guinée, suite auquel groupe de consultation, on récolte les intentions de financement à hauteur de 21 milliards de dollars. Si je prends la réaction de Lansana Kouyaté sur le sujet, à la radio chez nous, il disait que si la Guinée gagne concrètement 1,5% de ses intentions de 21 milliards, c'est qu'on a beaucoup gagné. Vous, quelle est votre réaction à cette annonce? Vous savez, à chaque fois qu'on dit que, bon, pour un pays qui se dit lui-même pauvre, je ne crois pas nécessairement que la Guinée soit pauvre. Mais c'est comme ça que nos dirigeants nous ont appris à nous définir, qu'on est pauvre. Alors, quand on nous apprend à nous définir qu'on est pauvre et on apprend qu'il y a des milliards qui vont prendre la route pour venir, eh bien, on est partagé entre deux choses. Hein? Il y a un espoir que ça fait naître. Bon, on a entendu parler de milliards, c'était à Abu Dhabi, je crois, c'était dans le domaine de la bauxite. On avait parlé des milliards également. On a parlé des milliards en Chine. 20 milliards avec la Chine. 20 milliards avec la Chine. On en avait parlé de 20 milliards aussi avec Rio Tinto, hein, etc., etc. Et aujourd'hui, on nous annonce également 20 milliards. On est partagé en deux choses. Ça ne peut que... on a tendance à trouver un motif de soulagement lorsqu'on entend parler de nourrir l'espoir, des gens. De l'autre, il faut être réaliste. La situation de pauvreté dans laquelle se trouve notre pays n'a pas pour origine le fait qu'on n'a pas d'argent, mais parce qu'on gère mal ce que nous avons. Bien. Je vous donne un exemple qui est simple. La route entre Kissidougou et Kankan aurait été financée à hauteur peut-être de plus de 50 ou 60%. D'abord surfacturée. Et cette route-là, il n'y a pas eu un seul mètre de bitume. Hormis celui qui a eu le marché s'est volatilisé dans la nature. Pourtant, ce n'est pas ce que le gouvernement guinéen dit. Les exemples. J'ai reçu le secrétaire général du ministère des Travaux publics ici qui dit que non, c'est pas vrai. Les travaux ont commencé, on a fait du terrassement, on a mis du bitume jusqu'à certains endroits, et que c'était faux quand les gens disent que on a donné tout l'argent déjà à cette société. Si vous invitez ce genre d'espèces sur vos antennes, faites venir un contradicteur. Parce que moi, je fais la route Kissidougou-Kankan presque régulièrement. Hein. Cette année, je suis allé combien de fois? Au moins 4 fois. Kissidougou-Kankan. Vous comprenez? Si vous faites venir cette espèce-là ici, faites venir un contradicteur, quelqu'un qui est très informé, pour apprendre au monsieur. Peut-être il est dans son bureau ici, il ne sait pas ce qui se passe même à Koya. Bien. Donc il peut penser que ça a été financé. Il n'y a pas un mètre de bitume entre Kankan et Kissidougou. Donc je crois que ce marché a été octroyé au début de la présidence, du premier mandat du président Alpha Condé. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Et donc, cet argent que nous sommes en train d'annoncer, l'arrivée, tout ça c'est bien beau. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que ce qu'on amène ici, ce que nous avons ici, soit bien géré? Le jour que nous serons capables de lutter efficacement contre la corruption, contre les détournements, etc., etc., eh bien, qu'on gagne 1 milliard ou qu'on gagne 2 milliards, nous allons en faire bon usage et ça va servir à l'ensemble. Mais quand on entend ces chiffres, on a le sentiment qu'on a lorsque on écoute la Banque mondiale et le Fonds monétaire international parler de croissance de nos pays. Mais pendant ce temps, nous donner des statistiques de croissance de la pauvreté. C'est-à-dire les richesses sont produites. Hein? D'un côté, on dit il y a croissance, donc il y a des richesses qui sont
produite. Et de l'autre, on dit la population devient davantage pauvre. Alors, qu'est-ce qu'on fait des richesses qui sont produites? Donc il y a un paradoxe. En tout cas, donc quelque part, toute la vérité ne nous est pas dite. Moi, je ne suis pas économiste. Je veux que l'on parle concrètement. Bien. Si on dit qu'il y a croissance, alors combien de Guinéens cette croissance a aidé à avoir au moins un morceau de pain le matin sur la table? Bien. Si cela ne se fait pas, mais arrêtons. Il ne faut pas y croire. Donc, il y a un effort là, il faut le reconnaître quand même, qu'il y a un effort qui est en train d'être fait pour mobiliser des investissements, des financements, etc. Il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Mais lorsque un effort de ce genre est fait en amont, il faut en aval faire en sorte que l'impunité soit combattue. Parce qu'aussi longtemps que nous aurons le système pourri que nous avons en Guinée, même si c'est des milliards et des milliards qu'on fait pleuvoir sur notre pays tous les ans, nous ne verrons pas de traces. On n'aura pas d'impact. C'est donc là la réaction de Dr Faya sur cette moisson économique de 21 milliards en attendant justement qu'on puisse les absorber, parce qu'il y a le fait d'avoir cette disponibilité et la capacité de pouvoir les absorber comme les techniciens le disent. Oui, ça nécessite qu'il y ait de la compétence, que le président de la République ne choisisse pas les cas au carré parce qu'ils sont militants du RPG, mais qu'ils prennent des gens qui sont compétents, qui peuvent monter des projets qui puissent être bancables. Si cela ne se fait pas, bon, on va dire, vous avez droit à combien? Même 1 milliard qu'on nous donne, ou même quelques centaines de millions que l'Union européenne, quelques partenaires nous donnent par an, nous n'arrivons pas à absorber parce que simplement nous n'avons pas de compétences pour nous ficeler des projets qui nous permettent, n'est-ce pas, d'absorber ça. Alors donc, quand on parle de milliards, c'est bien beau à entendre, mais naturellement, il faut qu'on travaille en amont à ne pas nommer que des frères ou des militants. Bien. Et pour terminer l'émission, je vous fais réagir justement sur le processus électoral qui est en train de se dérouler, la CENI qui est en train de dérouler son agenda, et tout en impliquant les acteurs du processus à chaque phase. Aujourd'hui, est-ce que le BL déjà est en train toujours de se préparer pour ce rendez-vous du 4 février 2018. En même temps, est-ce que la démarche de la CENI est en train de consolider votre confiance en cette institution, en quelques mots? Je dois dire que la démarche, nous continuons à l'apprécier, même s'il y a quelques couacs que nous constatons. De la CENI? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que le fait d'impliquer des acteurs, ça, nous continuerons à les apprécier par rapport à cela. Encore hier, n'est-ce pas, un membre du Bloc libéral a été, c'était avant-hier, a été pour participer à une rencontre au cours de laquelle beaucoup de questions ont été évoquées. Par contre, il y a des questions sur lesquelles nous avons l'attention que la CENI ne nous donne pas satisfaction. Au sortir d'ici, il y a une lettre que mon parti a décidé d'adresser à la CENI sur deux choses. La première, la CENI nous met en place une commission dite de réception et d'analyse ou d'examen des candidatures. Dans la commission, on dit il doit y avoir 3 représentants du démembrement de la CENI, un représentant local du MATD, et puis 2 techniciens, dont un juriste et puis un informaticien. C'est illégal, ça n'a pas de fondement légal. Commission de réception et d'examen des candidatures, de validation ou de rejet des candidatures. Ça n'a pas de fondement légal. Nous avons fait asseoir nos juristes qui ont regardé, n'est-ce pas, le code des collectivités comme le code électoral. Ils n'ont pas vu qu'une telle commission devait exister. Il y a, on parle du démembrement de la CENI, dans le cas espèce, qui doivent recevoir, n'est-ce pas, les candidatures, les examinent, les rejettent ou les acceptent. Cette commission, si elle est maintenue, pourrait être une épine sous les pieds des organisations de la société civile qui s'apprêtent à présenter des candidatures indépendantes, mais aussi des partis politiques qui sont en train de mobiliser des gens sérieux pour conquérir l'électorat. Mais il faut bien qu'il y ait un mécanisme de contrôle des candidatures. Ce mécanisme-là de contrôle doit être fait selon la légalité. C'est-à-dire dans le démembrement de la CENI, on a un représentant, on a toujours des représentants
de l'administration. On a, n'est-ce pas, la société civile. On a les partis politiques des deux bords. Donc ça, c'est la composition. Le problème que vous avez avec ce schéma, c'est que nous avons avec ce les schéma, partis politiques ne sont pas représentés. C'est qu'il n'y a c'est-à-dire les partis politiques ne sont pas représentés. Et donc, on vient renforcer, n'est-ce pas, la présence ou l'emprise de l'administration sur le processus pour dire, bon, pour telle raison, sa candidature ne va pas être. Et donc, ça va nous amener quoi? Ça va nous amener à aller en arbitrage dans combien de tribunaux à travers le pays et qu'on sait aujourd'hui que la justice est sous l'emprise de l'État. Nous nous apprêtons à adresser cette lettre. À la CENI. Si elle ne tombe pas dans de bonnes oreilles, nous allons demander à un tribunal de Conakry de dire à la CENI que ça c'est illégal. C'est la même chose par rapport à une autre commission qui est créée pour le redécoupage. Là-dedans, ce que la loi, en pareil cas, prévoit, c'est qu'il y a au moins 2 assesseurs. Pourquoi 2 assesseurs? Qu'il y a au moins quelqu'un de la mouvance et quelqu'un de l'opposition. On coupe les 2 assesseurs, on ajoute des personnes qui sortent de nous pas, toujours pour renforcer l'emprise de l'administration sur le processus électoral. Nous n'entendons pas ça de cette oreille. Bien. Si on veut une élection apaisée, il faut se conformer à la loi. Et donc, nous enverrons cette lettre. Un avant-goût du contenu de la lettre, qu'est-ce que vous suggérez donc à la CENI pour que cette commission soit équilibrée? Ce que nous demandons à la CENI, c'est de faire une bonne lecture de la loi et de s'en tenir à ce que la loi nous a dit. Donc de mettre des représentants des partis politiques. Là où les assesseurs doivent être, un de la mouvance, un de l'opposition, se conformer à cela. Bien. Là où on dit que les candidatures doivent être reçues par les démembrements de la CENI, se contenter de cela, pas pour créer, n'est-ce pas, des commissions qui sont en fait une manière de masquer les choses pour augmenter l'emprise de l'administration sur le processus électoral. Bien, on suivra tout ça de près, c'est une sorte d'alerte que vous envoyez déjà à la CENI, jusque-là en tout cas, sous le magistère de Québec qui était apprécié dans sa démarche. Nous suivrons cela une fois que la lettre sera déposée auprès de la CENI. Merci Dr Faye d'être passé et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Bien. À vous, merci de votre attention et à demain pour un autre numéro de Café Débat. Prenez soin de vous et au revoir.